Bonsoir, le sourire du jour, c'est celui de Guy Forget. Il y a tout juste une demi-heure en Belgique, le tennisman français s'est imposé en finale du tournoi de Bruxelles en battant le soviétique Andrei Tcherkassov 6-3, 7-5, 3-6, 7-6. Sourire de Guy Forget et de son épouse, vous avez vu le clin d'œil, déjà vainqueur hier du nouveau numéro 1 mondial Stefan Edberg. Forget entre ainsi dans les 10 premiers du classement mondial. Avant de développer toute l'actualité du jour, je voudrais vous présenter les excuses de monsieur Edgar Pisani qui avait accepté d'être le grand témoin du 19-20 et qui a dû se décommander ce soir. L'actualité du jour donc, c'est l'arrivée attendue ce soir à Moscou du ministre irakien des Affaires étrangères, Tarek Aziz, qui sera reçu demain par le président soviétique Mikhail Gorbatchev. Aujourd'hui à Paris, Roland Dumas a annoncé qu'il allait suivre avec beaucoup d'intérêt, mais peu d'espoir, les entretiens de Moscou. Invité du forum RMC L'Express, le ministre français des Affaires étrangères a par ailleurs indiqué que la date de l'offensive terrestre avait déjà été fixée. Vous avez dit, c'est une précision tout à l'heure, que la phase terrestre était programmée et prévue. Donc, du côté français, on sait quand elle aura lieu. Oui, oui. Cette semaine? Pas que je vous le dise. Non, non. Bon, alors, Ça pourrait être cette semaine? Je ne vous dirai rien. Cette annonce ne peut avoir de signification pour la coalition que si elle est suivie d'effets sur le terrain, effets immédiats. La visite de M. Tarek Aziz devrait avoir pour objectif d'amener l'Irak sur les positions du Conseil de sécurité, et notamment la résolution 660 qui prévoit l'évacuation immédiate et sans condition, et non pas l'inverse, d'amener l'Union soviétique hors du champ des résolutions du Conseil de sécurité sur les positions intransigeantes de M. Saddam Hussein. C'est pour ça que nous devrons regarder ça avec beaucoup d'intérêt, mais avec peu d'espoir. Et ce soir toujours au grand jury RTL Le Monde, Pierre Jox, ministre de la Défense, a déclaré que la date de l'offensive terrestre dans le Golfe ne serait fixée qu'au moment opportun, contredisant ainsi donc les propos tenus par Roland Dumas. L'actualité dans le Golfe reste donc dominée par les préparatifs de l'offensive terrestre, nous allons y revenir dans quelques instants, mais elle reste dominée aussi par la polémique autour des bombardements alliés sur Bagdad. Les tornados britanniques ont fait de nouvelles victimes civiles mercredi. L'aviation britannique reconnaît qu'elle a lâché par erreur une bombe sur la population civile à Bagdad. Et puis aujourd'hui, le Sunday Times affirme que le Pentagone admet maintenant que les bombardements du bunker mercredi à Bagdad étaient là encore une erreur. Explication, Nathalie Ether. Voici les images qui, il y a quelques jours, ont suscité la polémique et divisé l'opinion publique. 314 morts après le bombardement à Bagdad d'un bunker considéré par Washington comme une cible militaire. Or, ce matin, l'affaire rebondit. Selon le Sunday Times, le Pentagone reconnaîtrait avoir fait une erreur. Une erreur d'ordre technique. L'ordinateur n'aurait pas identifié la présence de civils dans ce bunker. Même si, côté américain, on a aussitôt démenti cette affirmation de l'hebdomadaire britannique, la thèse de l'erreur, pourtant, ne saurait être exclue. Car voilà qu'hier, on apprend que la Royal Air Force, cette fois-ci, a largué 2 bombes en plein centre d'une autre localité irakienne. Fallujah, à 60 km de Bagdad. Depuis jeudi, la ville est en état de choc. Les bombes ont touché le marché central en pleine activité ce jour-là. Bilan, selon certains témoignages recueillis sur place, 130 morts. À Londres, c'est le silence du côté du ministère de la Défense. Pas un mot sur l'objectif précis de la mission des tornados britanniques, ni sur le bombardement de Fallujah. Reste qu'aujourd'hui, un constat s'impose. Erreur ou non, quelques 450 personnes ont été victimes des raids alliés en l'espace de 48 heures. Un chiffre qui ne peut que servir à la propagande de Bagdad, diviser l'opinion publique et par là même la cohésion de l'alliance anti-irakienne. Oui, précision, je vous le disais tout à l'heure, l'aviation britannique a reconnu aujourd'hui qu'une de ces bombes avait explosé donc dans la ville de Fallujah et non pas Bagdad, comme je vous l'avais dit. Mais Mona Interman, maintenant en direct à Riyad, comment réagissent les autorités militaires américaines à toutes ces accusations, notamment celles formulées par le Sunday Times? Eh bien, tout à l'heure, j'ai posé la question au général Richard Neal, qui est le porte-parole du commandement militaire américain. Sa réponse: les affirmations du journal, a-t-il dit, sont, je le cite, absolument fausses. Nous sommes convaincus, nous restons convaincus qu'en réalité c'était une cible militaire, c'était un bunker pour le commandement irakien. Il a été justement attaqué pour cette raison. Alors Memona, réaction américaine également aux propos tenus par Roland Dumas, nous en parlions il y a quelques instants, concernant la date fixée ou non de l'offensive terrestre. La réponse du général Neal là-dessus, c'est la suivante: je ne crois pas que la date ait été fixée. C'est prématuré,
ce serait dangereux sur le plan militaire et de toute façon, a-t-il dit, fixer une date, c'est une affaire d'évaluation et de réévaluation quotidienne. Alors, Memona, un dernier mot concernant justement le point de presse du général Nil. Il parle d'une intensification des accrochages à la frontière koweïtienne. Absolument, il y a eu entre la nuit dernière et aujourd'hui 7 engagements, 7 accrochages. Les militaires américains ont constaté qu'il y avait de l'autre côté des bunkers notamment et des positions offensives qui pouvaient les menacer en cas de mouvement et ils les ont détruites. Merci Memona. Sur le terrain, les préparatifs se poursuivent, notamment chez les soldats français placés en première ligne dans le nord du désert saoudien. C'est le cas du 1er régiment de Spahi qui n'a cessé de s'entraîner jour et nuit dans toutes les conditions, y compris dans celles que les militaires redoutent le plus, une offensive lancée au moment d'une tempête de sable. En Arabie Saoudite, reportage d'Albert Ripamonti. Des top depuis un mois qu'ils sont dans le désert, les 800 hommes du 1er régiment de Spahi vivent enterrés pour se protéger de l'ennemi, pour se protéger des intempéries. Il ne faut pas croire qu'il fasse un grand soleil, un beau temps tout le temps. Il fait froid la nuit, ça frôle les zéros, même parfois ça descend en dessous de zéro. Et puis surtout les vents de sable qui sont assez fréquents ici. Le sable. Hier, le vent a soufflé en tempête et le sable s'est insinué partout, dans les groupes électrogènes, dans les canons des mitrailleuses. Aujourd'hui, il faut nettoyer et renettoyer. Et chaque jour nous rapproche un peu plus des grandes tempêtes du mois de mars. Alors quand il y a tempête de sable dans la région, on n'y voit pas à plus de 50-100 mètres. Donc ça pose un problème pour se déplacer, pour observer. Maintenant, le problème est le même des deux côtés. Les Irakiens sont équipés de chars, d'engins blindés, donc ils auront les mêmes problèmes de visibilité. Alors maintenant, cela dépend de la mission qui sera confiée, mais il est bien évident que par tempête de sable, on adapte la mission et qu'il faut profiter du fait qu'on peut se déplacer peut-être plus discrètement que quand il fait plein jour. Il faudra tirer parti de la météo. Comme les légionnaires ou l'infanterie de marine, les Spahis sont des troupes de première ligne. Ils savent que l'assaut terrestre paraît inévitable, ils y sont prêts, sans état d'âme, mais gardant tout de même un secret espoir. Ce soir on écoutera la radio à 21h30, et puis pour savoir un petit peu comment les entretiens de Moscou ont tourné. Si on y va, bon on y va, et si on n'y va pas, ça sera encore mieux. Ça voudra dire que la raison l'a emporté, et finalement ça sera pas plus mal. À 21h30, les soldats d'en face écouteront peut-être la radio, avec sans doute pour la plupart ce même secret espoir. L'Irak a affirmé avoir tiré hier soir 3 missiles sur la centrale nucléaire de Dimona dans le sud d'Israël, qu'il affirme être une centrale militaire. Israël a indiqué de son côté que 2 missiles irakiens à ogive conventionnelle étaient tombés sur des zones inhabitées de son territoire, dont l'un pour la première fois dans le sud du pays, mais n'a pas précisé le lieu exact de leur chute. Israël seulement indiqué que les missiles n'avaient pas fait de victimes. Les autorités se sont refusées à tout autre commentaire. Sur la scène diplomatique, maintenant, l'arrivée donc dans quelques heures de Tarek Aziz à Moscou. Le chef de la diplomatie irakienne rencontrera demain Mikhail Gorbatchev, lequel semble bien décidé à engager fermement Bagdad à retirer les conditions de son retrait du Koweït. Optimisme très mesuré à Moscou. Philippe Pister. Sur le chemin de Moscou, l'escale de Téhéran pour Tarek Aziz, entretien du ministre des Affaires étrangères irakien avec son homologue iranien Velayati. Téhéran aujourd'hui qui se fait l'avocat de Bagdad. Pour preuve, ces propos aujourd'hui du président Rafsanjani quant à l'offre irakienne de vendredi, je le cite, la déclaration de l'Irak de se retirer du Koweït constitue le début de la solution des problèmes de la région. Téhéran qui se veut appelé, aux côtés de Moscou, à jouer un rôle décisif dans le règlement qu'il estime possible de la crise. Un Tarek Aziz arrivé en avion à Téhéran mais qui a été obligé d'emprunter la route jusqu'à la frontière irako-iranienne. Il doit gagner Moscou dans la soirée. Les véritables entretiens devraient commencer demain, notamment avec Mikhail Gorbatchev. Moscou, qui fonde de grands espoirs en cette visite. Comme l'a exprimé hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les soviétiques espèrent de Tarek Aziz l'abandon des conditions irakiennes à l'offre de retrait du Koweït. Jacques Posse, le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, reçu hier au Kremlin, espère lui, je le cite, que Tarek Aziz pourrait être porteur d'un message personnel de Saddam Hussein. Message qui pourrait constituer une nouvelle base de discussion.
En fait, la seule véritable indication des intentions de Bagdad est peut-être cette déclaration de l'ambassadeur irakien à l'ONU. Il estimait ce matin que l'Irak était prêt à appliquer la résolution 660 et surtout il niait que Bagdad ait posé de quelconques conditions. Et selon le secrétaire d'État américain James Baker, il n'y aura pas de cessez-le-feu et pas de pause dans les opérations alliées contre l'Irak, pays avec lequel les négociations sont désormais dépassées. À Bagdad, la mise hors service du système de distribution des eaux pourrait entraîner des épidémies, notamment de typhoïde ou de choléra. Les autorités locales semblent pour l'instant très démunies et n'ont pas caché leur désarroi aux télévisions étrangères. Alain Chabot. C'est le maire de Bagdad lui-même qui a guidé nos confrères de la télévision britannique sur les bords du Tigre. Les eaux du fleuve qui traversent la ville seraient contaminées, leur a-t-il expliqué. Cela en raison des bombardements qui auraient mis hors service le système de distribution d'eau de la capitale irakienne. Résultat, la population va s'approvisionner directement dans le fleuve, avec de graves risques d'épidémie à la clé, comme la typhoïde ou encore le choléra, des maladies qui, on le sait, se propagent rapidement par les eaux usagées. 4 millions de personnes vivent ici dans le cauchemar nuit et jour et je suis désolé de ne rien pouvoir leur offrir d'autre que ma sympathie. C'est avec l'émotion dans la voix que le maire d'une ville bombardée depuis maintenant 4 semaines s'est adressé aux journalistes. Reste qu'à ce jour, aucun cas d'épidémie n'a été officiellement enregistré. Mais il ne fait aucun doute que cette seule perspective s'inscrit directement dans la campagne de sensibilisation des opinions publiques occidentales et arabes voulues par les autorités irakiennes. Mais c'est encore la population civile qui risque de faire les frais. Retour maintenant sur la vie en Arabie Saoudite, mais cette fois hors du champ militaire. L'occasion a déjà été fournie de souligner le contraste important entre la vie locale et le mode de vie occidental. Après 7 mois de présence militaire, essentiellement américaine, on s'interroge déjà sur la trace dans les mentalités et dans les habitudes que laisseront les quelques 500 000 soldats occidentaux. Nos envoyés spéciaux, Memona Interman et Patrick Milleriou, ont voulu lever un coin du voile en observant une scène ordinaire de la vie dans le pays, en Arabie Saoudite. Riyad, le mur du silence pour l'étranger non arabe. Nous allons donc faire un voyage pour tenter de lier conversation. À la gare de Riyad, les hommes prennent les tickets d'un côté. On peut les filmer. Interdiction nous est faite, en revanche, de filmer une seule silhouette de femme. Elles sont là-bas, à part. La quasi-totalité des couples voyagera séparément. Les femmes montent les dernières dans le train. Direction Dammam, ville jumelle de Daran, place forte des Alliés. Nous voulions savoir si la guerre et les quelques 540 000 soldats occidentaux allaient changer les choses ici. Vous pouvez faire des interviews avec n'importe qui, à l'exception des femmes. Pourquoi on ne peut pas interviewer des femmes ici? Vous pouvez me poser la question? Pourquoi on ne peut pas interviewer des femmes ici? Non, je préfère de ne pas poser une pareille question. Ah oui. Pourquoi? Vous avez peur de poser la question? Vous avez peur de lui poser la question? Non, ça fait 7 ans que je vis ici et je sais bien leur mentalité. La cafétéria. Les hommes discutent de la guerre, ils sont sûrs de la gagner. À droite, dans les tentes noires, les femmes peuvent se restaurer cachées des regards. Impossible de les filmer, nous sommes surveillés constamment. La femme n'a pas de liberté. L'homme seul est libre. Elle est libre dans la maison. Nous ne sommes pas égaux, vous et moi. Bien sûr que non, parce que, par exemple, je suis l'homme, vous la femme. Ce que nous croyons, c'est qu'il y a le mal, le diable entre nous, hommes et femmes. Si je suis seul avec vous, peut-être que je penserai à quelque chose de mauvais. Le voile, voilà la solution. Oser interroger sur ce dogme, c'est déjà scandalisé. L'oasis d'Ourfouf, encore 1 heure de voyage. Question, la présence massive de l'Occident aura-t-elle des conséquences ici? La guerre ne changera pas nos habitudes de vie ici. Bien sûr, le changement dépend de notre gouvernement. C'est le gouvernement qui a le droit de décider, pas le peuple? Regard interdit sur ce compartiment réservé aux femmes et aux enfants. Nous arrivons à Dammam. Les hommes descendront d'abord. Les femmes descendront ensuite. 4 heures de conversation pour constater une fois de plus un paradoxe. L'alliance entre le pays le plus conservateur de la région et l'Occident. Dernier coup d'œil. Article 1er du règlement. Il est interdit aux femmes non accompagnées de voyager seules.
Voilà donc pour l'actualité du jour dans le Golfe. L'actualité à l'étranger aujourd'hui encore, c'est l'explosion d'une voiture piégée à Medellín en Colombie. Nouvel épisode de la guerre entre la police et les narcotrafiquants. Cette explosion a fait au moins 21 morts. La voiture a explosé au moment où la foule sortait des arènes de Medellín. Commentaire de Clément Veyrenal. L'horreur à Medellín quelques instants après l'explosion. Un homme, écrasé sous une carcasse de voiture disloquée, appelle désespérément au secours alors que les flammes de l'incendie progressent vers lui. C'est en fin d'après-midi, à la sortie des arènes de la ville, où venait de se dérouler une importante corrida, que la voiture piégée a explosé au moment où passait un véhicule de police. La charge, estimée à 200 kg de dynamite, a provoqué une énorme boule de feu qui a détruit une quarantaine de voitures et endommagé plusieurs immeubles aux alentours. Le dernier bilan fait état de 21 morts et de 143 blessés. Selon les radios locales, l'attentat aurait été revendiqué par des trafiquants de drogue qui auraient affirmé vouloir se venger des récentes opérations de police. Medellín, deuxième ville du pays, est considérée depuis toujours comme la plaque tournante du trafic de cocaïne en Colombie. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier depuis juillet dernier, date à laquelle une trêve avait été annoncée entre les trafiquants de drogue et les autorités colombiennes. À l'étranger, enfin, les perspectives alarmantes du développement du sida en Afrique. Selon une très sérieuse étude américaine, 70 millions de personnes seront atteintes du sida dans les pays subsahariens d'ici 25 ans. La maladie se propage donc à une vitesse foudroyante en Afrique. Dominique Dumas. D'ici 25 ans, le sida sera la principale cause de décès chez les adultes vivant dans les pays subsahariens. C'est l'estimation faite par le Bureau américain des statistiques. Selon un des responsables, 40% de la population urbaine et adulte en Tanzanie est concernée. Au Rwanda, à Kigali, le taux d'infection est de plus de 30%. Autre pays menacé, la Zambie. 22% des femmes en âge de procréer sont infectées. Dans les hôpitaux, 80% des infections recensées sont liées au virus du sida. Selon le docteur Valeroy de l'Agence américaine pour le développement international en Ouganda, à Kampala, le taux de mortalité des femmes entre 25 et 35 ans devrait doubler d'ici à 1992. Autre constat terrifiant, 250 000 enfants seraient orphelins à cause du sida en Afrique subsaharienne. Ce nombre pourrait atteindre les 16 millions d'ici à 2015. Jusqu'à 40% des enfants nés de mères infectées contracteront la maladie et beaucoup décéderont avant l'âge de 5 ans. Et en France, le sida a progressé de 35% entre le 1er mars et le 31 décembre 1990, passant de 9 718 cas à 13 145 cas déclarés. D'autre part, en Ile-de-France, où l'on recense plus de la moitié des morts par sida en France, les hommes âgés de 25 à 39 ans sont les plus frappés. La maladie est la cause d'un décès sur 8 dans cette tranche d'âge. En France toujours, un mort, 5 blessés graves et 18 personnes légèrement intoxiquées. C'est le lourd bilan de l'incendie qui a ravagé hier soir un pavillon de médecine générale à l'hôpital Laennec à Paris. Un incendie probablement d'origine accidentelle. Sur place, reportage d'Isabelle Louet. Dès ce matin, à l'hôpital Laennec, la vie a repris son cours malgré l'incendie d'hier soir. Incendie qui a détruit une partie du pavillon de la Rochefoucauld. Des enquêtes judiciaires et administratives ont été ouvertes pour déterminer les causes exactes du sinistre qui, a priori, serait accidentel. D'après les premiers éléments de l'enquête, il y a eu des explosions. Il est certainement à l'existence de bouteilles d'éther. Donc les blessés les plus graves ont été blessés par explosion et non pas par l'incendie. Ces explosions ont coûté la vie à un homme. 5 autres malades ont été blessés, dont 2 sont dans un état critique. Pourtant, à l'hôpital, on affirme avoir évité la catastrophe, car ce pavillon, qui s'élève sur 3 niveaux, abrite 95 lits. Pour évacuer les patients, tout le monde s'y est mis, même les malades valides. La rapidité des secours et l'importance des effectifs déployés, plus de 120 pompiers étaient sur place, ont permis de maîtriser l'incendie en moins de 2 heures. Aujourd'hui, la vie a repris son cours, mais à l'hôpital, on voudrait comprendre pourquoi l'incendie s'est propagé. Car si l'extérieur date du XVIIe siècle, l'intérieur est récent et composé en principe de matière ininflammable. Nouvelle manifestation aujourd'hui autour du TGV, mais cette fois à Lille, où les manifestants réclament le passage souterrain de la future ligne du TGV Nord. 2 manifestations distinctes, l'une au départ de Saint-André, l'autre de Seclin, ont rassemblé chacune plusieurs centaines de personnes. À Seclin, l'atmosphère de ces derniers jours, avec en particulier l'intervention musclée des forces de police, n'était pas étrangère à une mobilisation plus importante que d'habitude. Mais de part et d'autre de la métropole, la revendication reste la même, le TGV oui, mais enterré. C'est surtout pour nos générations futures, qui préserver l'environnement.
On voudrait que le TGV il passe moins haut et qu'on l'entende moins. Le passage du TGV ne nous gêne en aucune manière, mais ce sont les nuisances. C'est pour cela qu'on demande qu'il soit enterré. Sur le site où la SNCF a repris les travaux, la police ce matin est restée discrète. Pourtant, les piquets qui jalonnent le futur tracé ont été enlevés une fois de plus par les manifestants et les Sophinois n'ont pas l'intention d'en rester là. Déjà, le maire a pris un arrêté pour empêcher le passage des camions en ville, une disposition qui n'a pas été respectée mais qui retarde quand même sensiblement le déroulement des opérations. D'autres actions sont prévues toute la semaine. Donc le reportage à l'île de Marie-Noël Chad. La situation est enfin redevenue normale aujourd'hui sur la route des Alpes, malgré quelques ralentissements ce matin encore. L'amélioration des conditions météo a permis de gommer le souvenir très désagréable d'une journée, voire d'une nuit passée dans les embouteillages. Les vacanciers sont donc cette fois bien arrivés après 48 heures d'un périple souvent mouvementé. Béatrice Nivois. Ça se passe très bien, pas de problème. La neige est bonne, il y a de la neige. Pas trop de gamelles, mais ça va bien. Maintenant on est content d'être sur place. Heureux, ces vacanciers de février, ces amateurs de neige qui ont dû souvent effectuer un véritable chemin de croix ou un parcours du combattant au choix pour parvenir jusqu'aux stations. Certains sont restés bloqués toute la nuit dans leur voiture, d'autres ont passé plus de 10 heures à essayer de traverser les villes dans la plaine. Bref, hier, on comptait plus de 200 km de bouchons entre l'Isère et la Savoie, ce qui ne s'était pas vu depuis 10 ans. Pourquoi de tels encombrements? Un calendrier de vacances scolaires réparti en 2 zones au lieu de 3, des automobilistes peu prévoyants et peu à l'écoute des conseils de la sécurité routière. En tout cas, l'arrivée de 600 000 vacanciers ne peut que satisfaire les stations pénalisées par de mauvais hivers. La station est complète, à la fois en hôtel et à la fois en appartement, et ça faisait bien 3 saisons que l'on n'avait pas vu ça. Aujourd'hui, ni pluie ni neige à signaler dans la région et sur les routes. Le trafic s'est déroulé normalement. Mais les difficultés d'hier risquent de se reproduire la semaine prochaine, quand on sait que les locations à la neige s'effectuent de samedi à samedi. Restez très prudents si vous êtes en montagne aujourd'hui près de Courmayeur. Une avalanche sur le versant italien du Mont Blanc a tué au moins 7 personnes, dont un enfant de 2 ans. Didier Auriac. Le versant italien du massif du Mont Blanc, c'est ici qu'une quinzaine de skieurs ont disparu cet après-midi, victimes d'une avalanche. Selon les sauveteurs aussitôt dépêchés sur place, le bilan serait actuellement de 7 morts. 7 corps auraient en effet été dégagés, parmi lesquels celui d'un enfant de 2 ans. Mais hélas, ce bilan risque de n'être que provisoire. 10 autres personnes seraient toujours ensevelies sous la neige. L'avalanche a dévalé 3 km de pente avant de s'arrêter juste avant une route située au nord de Courmayeur. Elle aurait été provoquée par un énorme sérac qui se serait détaché des hauteurs du col du Géant à près de 3500 mètres d'altitude. Voilà, et puis j'ajoute qu'un jeune homme de 17 ans qui pratiquait le surf des neiges hors piste est décédé cet après-midi après avoir été enseveli par une coulée de neige à Tignes. La page sportive maintenant, je ne reviendrai pas sur la victoire de Guy Forget cet après-midi en tennis, en finale du tournoi de Bruxelles où il a battu le soviétique Cherkassov. En revanche, nous allons revenir en images sur la victoire de l'Australien Phil Anderson dans le Tour méditerranéen. Il s'est imposé dans la dernière étape entre hier et Marseille. Jean-Pierre Fricot. C'est autour du Vieux-Port que s'est organisé le final de ce Tour méditerranéen cycliste. Phil Anderson, qui a dessiné son succès la veille au sommet du Mont Faron, le confortera aujourd'hui à l'issue de la dernière étape, hier Marseille. L'Australien ne manque pas de panache alors qu'il est décroché par Gilles de Lyon. Phil Anderson revient à la hauteur du grand espoir du cyclisme français pour finalement se dégager sur la montée de la Canebière. Déjà lauréat de cette épreuve en 1985, Phil Anderson récidive à 33 ans et se présente comme l'un des hommes en forme du prochain Paris-Nice. Et puis en rugby, les sélectionneurs ont rendu public la composition de l'équipe de France qui affrontera le Pays de Galles dans 15 jours, donc au Parc des Princes. A remarqué quelques changements, l'arrivée de Sella à la place de Charvet, une troisième ligne uniquement composée de Parisiens, Cabane, Deslandes et Blond. Rouma glisse en deuxième ligne aux côtés du Biterrois Gouragne à la place de Taïdjian. Cécilion va également sur le banc des remplacements. Et puis une première ligne, vous l'avez vu, Ondarts, Marocco, Lascubé. Du théâtre pour finir. Jusque-là, il s'était plutôt illustré en interprétant quelques-uns des plus beaux rôles du répertoire, Don Juan, Cyrano ou encore le Misanthrope, pour n'en citer que quelques-uns. Et voici qu'il s'offre aujourd'hui un plateau de théâtre pour lui tout seul, Jacques Weber, seul en scène, Dominique Poncet, Jean-Jacques Leteuil. Enfin, comme disait Jouvet, vous et moi, on ne fait qu'un. Oui, mais lequel ?
Quelle belle balade il nous offre ce comédien de 42 ans. Une balade délicieuse et pleine d'imprévus. Car Weber seul en scène entre deux improvisations nous emmène musarder tour à tour chez Molière, Rimbaud, La Fontaine et Beckett. Cela donne un spectacle à la fois intense et léger et qui laisse s'épanouir l'acteur en toute liberté. C'est un grand jeu de séduction, mais je crois aussi que ça peut amener de la générosité, quoi. Et puis surtout, des découvertes très très brutales de textes hors de leur contexte, qui reprennent leur valeur première, leur valeur pure, quoi. Un énorme curé qui rentrait dans l'auberge, il y a Boileau qui écrivait « Son menton sur son sein descend à double étage ». Ou alors la marquise de Sévigné qui n'était point loin, qui voyait Boileau qui disait « Sa gloire passera plus vite que le café, hein ?» Quand ce spectacle a démarré, je faisais vraiment, j'entrais en scène sans savoir du tout ce que j'allais faire. Et une réflexion de Devos m'a, parce que je trouve que c'est un de nos maîtres, hein, Raymond Devos, il m'a dit « Tu verras, plus tu travailles, plus tu structures, plus tu peux être libre. » Je t'aime, et puis d'abord c'est le même prix, uniprix, monoprix, prix unique. Ou alors plus arrogant. Je t'aime, est-ce que ça te regarde? Tu crois être le doute et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me monte à la tête quand je suis sûr de moi. Je ne suis pas du tout un homme de one-man show. Je suis un acteur, j'ai besoin de grands textes et de grands verbes. Et entre eux, je me permets de me promener, quoi, d'être physiquement présent, voilà. Maître Corbeau sur un arbre perché. Premier problème, parce que quand vous êtes acteur, on vous dit toujours « mets-toi à la place du personnage ». Alors vous imaginez sur une branche avec un fromage, non mais c'est pas possible. Maître renard, mais alors attention, si vous faites renard, ça va pas, parce que le renard, il est coquin, il est rusé, il est futé, il est malin, mais en fait, il est très très séduisant, c'est pas une vieille fille. Voilà, Jacques Weber. Dans un instant, la météo fraîche et nuageuse de Michel Thouret. Je vous retrouverai dans Soir 3 à 22h20. Très bon début de soirée.